des demandes reçues qui ont justifié ces sorties donc s'élève à 44 512 sorties. Et les effectifs qui ont été déployés pour l'ensemble de ces sorties s'élèvent à 956 514, si on fait le total donc des effectifs qui ont été engagés. Le troisième point porte sur la sécurité routière. Pour ce qui concerne la sécurité routière, nous avons un tableau sur les accidents donc, de circulation par région. Dans ce tableau, nous avons une rubrique qui combine tous les accidents qui ont été effectués, aussi bien par les véhicules à 2 roues que les véhicules à 4 roues, y compris les véhicules hippomobiles. Si nous voyons exactement ce tableau, nous remarquons que Dakar est au sommet en ce qui concerne les accidents sur la voie publique. Aussi bien pour les accidents matériels, corporels que mortels. À Dakar, les accidents matériels ont été estimés à 3706, les accidents corporels à 2870 et les accidents mortels à 127. Et Dakar est suivi donc dans cette tendance-là par la région de Thiès, qui a 809 accidents matériels, 907 accidents corporels et 50 accidents mortels. Donc le total des accidents qui ont été recensés sur le plan national par la police s'élève à 5945 accidents matériels, 6375 accidents corporels et 290 accidents mortels. Mais si nous faisons le rapport entre l'implication des véhicules à 4 roues et les véhicules à 2 roues, nous voyons que le pourcentage d'accidents causés par les véhicules à 4 roues est plus important. Par exemple, si nous prenons les accidents matériels, les véhicules à 4 roues sont impliqués sur 79,7%, alors que les véhicules à 2 roues sont impliqués sur 20,03% des accidents donc avec dégâts matériels. Pour les accidents avec dégâts corporels, nous voyons que les véhicules à 4 roues sont impliqués à 50,71%, alors que les véhicules à 2 roues sont à 49,29%. Et pour les accidents mortels, les véhicules à 4 roues sont impliqués jusqu'à 50,69%, alors que les véhicules à 2 roues donc, s'arrêtent à 49,31%. Dans le cadre de la réglementation, donc de la circulation, du contrôle exactement sur ces véhicules-là, plusieurs opérations ont été faites, particulièrement sur les véhicules à 2 roues, parce que c'est un vecteur de délinquance lié exactement au fait que c'est des moyens qui sont utilisés sans pour autant que leur usager ne soit en phase. Jusqu'à récemment, donc avec la réglementation qui est prévue, ce qui facilite donc la commission de certaines infractions. La police a multiplié ses opérations sur les véhicules à 2 roues, particulièrement à Dakar, où nous avons 361 opérations qui ont été menées, et également aussi à Tambacounda, où 201 opérations exactement ont été menées. À Thiès, malheureusement, malgré les opérations effectuées, le nombre de vols sur exactement les véhicules à 2 roues a culminé. Nous avons 316 donc, vols qui ont été recensés à Thiès, suivi de la région de Diourbel, avec 229 vols commis là-bas. On en vient maintenant à la police spéciale, donc, qui est marquée par la lutte contre la piraterie et la contrefaçon,
et la police touristique. Pour ce qui concerne la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, l'accent a été mis sur les infractions commises sur certains biens, tels que par exemple les livres et manuels scolaires, les matériels utilisés pour commettre même des actes de piraterie, les cartouches et marques de canons en matière d'impression, les machines ticketing, les médicaments contrefaits et l'assistance SODAV. Si nous cumulons exactement le nombre d'opérations qui ont été effectuées et les saisies qui ont été réalisées, donc ça s'élève au total à 47 589 saisies, donc réalisées en matière de lutte contre la piraterie et la contrefaçon. Pour ce qui concerne la police touristique, le commissariat spécial donc, du tourisme a fait plusieurs opérations au niveau des régions de Dakar, région de Mbour et donc au niveau des sites touristiques. Pour ce qui concerne les réceptifs hôteliers, 2070 contrôles ont été effectués, dont 923 parmi ces complexes hôteliers ne sont pas en règle. Et donc les motifs de ces irrégularités-là sont le défaut d'agrément et d'autorisation d'ouverture à l'exploitation, le défaut de registre ou la non-transcription des clients sur les fiches de police et les registres d'hôtels, et le non-versement de la taxe de promotion touristique. Il y a aussi des demandes d'ouverture d'agences qui ont été adressées au commissariat spécial du tourisme. Il y a eu 24 dossiers d'enquête de moralité pour voir s'il faut autoriser ces complexes touristiques hôteliers. Il y a des demandes aussi de prolongation, d'extension de certains complexes hôteliers pour avoir exactement des heures de fermeture de restaurants. Et ce nombre d'enquêtes-là s'élève à 12. Toujours dans le cadre de la police administrative, la lutte contre la mendicité et la protection des enfants a été un sacerdoce pour les services de la police. Ce qui permet donc d'avoir ce tableau, le graphique, qui montre que sur les opérations effectuées par la police, les interpellations les plus importantes ont porté sur des mineurs âgés de 0 à 5 ans. Donc suivis par des mineurs d'une tranche d'âge entre 11 et 18 ans. Mais l'essentiel de ces mineurs mendiants, de cette mendicité-là, concerne des Sénégalais. Si nous faisons la classification par nationalité, il y a plus de mendiants sénégalais que de mendiants d'autres nationalités. Mais si nous faisons le cumul des mendiants étrangers, ils dépassent de loin exactement les mendiants qui ont été interpellés avec la nationalité sénégalaise. Par exemple, nous avons interpellé 51 mendiants, alors que le total des mendiants étrangers est de 85. Le point suivant concerne la gestion du flux migratoire. Nous remarquons que pour cette question, en 2024, le flux migratoire a augmenté, a progressé comparé à 2023. Et cette progression, parmi les entrées, est de l'ordre de 9,49%. Pour ce qui concerne les sorties aussi, il y a eu une augmentation donc, de personnes qui sont sorties du territoire sénégalais en 2024. Et cette progression par rapport à 2023 est de 21,40%.
Nous avons donc concrètement en 2024 pour les entrées 3 276 749 entrées au Sénégal contre 2 992 831 entrées en 2023. Et pour les sorties, nous avons eu 3 481 492 sorties contre 2 867 798 sorties. Toujours dans le registre de la gestion du flux migratoire, nous avons recensé exactement les infractions qui concernent donc cette catégorie-là. Ces infractions-là, ce sont les infractions qui ont entraîné donc des refoulements et des expulsions. Et sur ce registre, nous avons 844 Sénégalais qui ont été refoulés et 330 qui ont été expulsés donc des autres pays. Et le Sénégal a eu à refouler 497 étrangers. Est-ce que ça vaut la peine de préciser les nationalités? Ah, d'accord. Okay. Donc, et les motifs, c'est la falsification de documents de voyage ou de titres de voyage, l'usurpation d'identité, l'insuffisance de ressources et le refus de transit. Il y a eu aussi donc des étrangers qui n'ont pas été admis au Sénégal, qui sont placés dans la catégorie C. Et la catégorie C, c'est l'autorisation préalable obligatoire avant exactement d'accéder au pays. Donc des étrangers qui figurent dans cette liste-là, qui n'ont pas eu les autorisations pour venir au Sénégal, qui n'ont pas été autorisés à entrer sur le territoire. Parmi eux, il y a eu 98 réfugiés à qui on a refusé exactement l'accès. Il y a eu 51 Somaliens. Et il y a eu des ressortissants de pays asiatiques. Le motif, c'est toujours aussi le défaut de documents de voyage valables, l'absence de visa d'entrée, l'absence d'autorisation parentale, la tentative d'entrée irrégulière, donc par des passages à des points non officiels. Il y a le rapatriement des migrants aussi. C'est-à-dire que les Sénégalais qui sont basés à l'étranger, que l'État du Sénégal a été obligé de prendre en charge, donc pour les amener au pays. Certains étrangers sont venus du Maroc, ils sont au nombre de 571. Ils voulaient partir en Europe, mais leur voyage n'a pas abouti. De la Mauritanie, nous avons eu 3655 Sénégalais. De la Gambie, nous avons eu 717. Et nous avons eu 383 donc, qui nous sont revenus de la Guinée. Parmi ces Sénégalais, il y en a qui ont décidé volontairement de retourner exactement donc, à leur pays et ils ont sollicité l'appui de leur État. Et dans ce lot-là, il y a eu 2509 ressortissants sénégalais qui sont retournés à partir du Niger vers leur pays, au Sénégal. Il y en a eu donc qui ont quitté le Maroc pour revenir au Sénégal et d'autres, la Libye et l'Algérie. Toujours dans le cadre de la gestion donc, du flux migratoire, nous sommes
dans la prise en charge exactement donc des visas. Donc, il y a le voyage par voie maritime, le voyage par voie terrestre et le voyage par voie aérienne. Pour ce qui concerne le voyage par voie aérienne, le Sénégal a eu à gérer, à accorder donc le visa à 34 341, donc visa de la catégorie B. Donc des gens qui sont venus au Sénégal par avion, une fois à l'arrivée, on leur a accordé le visa. Et il y a eu des gens qui ont cherché le visa avant de venir, d'embarquer exactement pour venir au Sénégal, à partir de l'étranger. Ils sont 5623. Pour ce qui concerne la catégorie C, c'est-à-dire que ceux dont l'obtention du visa est obligatoire avant de prendre l'embarquement. Parce que la première catégorie, c'est la catégorie B, c'est facultatif. Vous pouvez venir à l'intérieur du pays et vous le faire accorder. Mais pour la catégorie C, il faut obligatoirement avoir l'autorisation du ministre de l'Intérieur avant d'embarquer. Donc sur cette catégorie-là, il y a eu 704 donc, qui sont arrivés à l'AIBD et il y a eu 5760 donc, à partir de l'étranger. Pour ce qui concerne les frontières terrestres, nous avons 907 visas catégorie B qui ont été recensés et 392 visas catégorie C. Pour l'accès par les frontières maritimes, il y a eu 24 470 visas de la catégorie B et 4 392 visas de la catégorie C. La gestion exactement donc des frontières, du flux migratoire aussi s'accompagne de la sécurisation des frontières. Et c'est marqué par des patrouilles terrestres, des patrouilles exactement maritimes, patrouilles fluviales, etc. Des patrouilles mixtes. Et le nombre de patrouilles qui a été effectué par les forces de police sénégalaises s'élève à 5137. Et pour ce qui concerne les patrouilles aériennes, elles ont été effectivement réalisées grâce à des drones. Il y a eu, toujours dans le cadre de la gestion du flux, les demandes d'assistance et d'avis de recherche. Et ces demandes-là ont été traitées en impliquant plusieurs services, notamment la division des investigations criminelles, qui a eu en traité 42, la sûreté urbaine en a traité 86, la CENTIF 111, la DNLT 14 et le BCN 4. Donc il y a eu aussi donc, les ambassades qui en ont traité. Pour ce qui concerne donc les avis de recherche, la DEPAF a eu à traiter 2643 demandes pour les individus impliqués dans les affaires judiciaires par divers services internes. Le point suivant est relatif à la production de documents administratifs. D'abord, pour ce qui concerne les passeports, plusieurs passeports ont été produits et la région de Dakar occupe aussi toujours le haut du pavé
il produit exactement 52,6% des passeports, soit 244 072 passeports en 2024. Et dans ce lot, on voit que la région qui produit le moins de passeports, c'est la région de Ziguinchor, qui n'occupe que 2,3%, avec 10 823 passeports cette année. Pour ce qui concerne les pays, les centres de production basés à l'étranger, c'est donc à Paris que le plus de passeports est produit. Au centre de Paris, il y a eu 29 987 passeports qui ont été produits. Donc, suivi du centre de production basé à Madrid, avec 25 021 passeports. Du centre qui est basé à Milan, avec 18 631. Et en dernier lieu, le centre qui est basé à Casablanca, qui occupe donc la 4e position, donc parmi les centres de production basés à l'étranger, avec 11 550. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à l'étranger, on a On a 8 centres de production de passeports. Je vous ai donné que donc les 4 premiers pays où on produit le plus de passeports. Pour ce qui concerne les documents de transport, la 4e section, basée au commissariat central, a délivré 80 546 documents de transport, notamment 46 492 actes de vente de véhicules, 5 209 licences de taxi, 961 livrets de conducteurs et 12 082 certificats de perte relatifs aux documents de transport. Pour ce qui concerne les cartes d'identité, 433 662 dépôts ont été enregistrés donc sur le territoire national. Et il y a eu dans ce lot 64% de retrait, soit 278 557 retraits. La police sénégalaise a participé à la gestion des grands événements, particulièrement les événements religieux qui ont eu lieu exactement à travers tout le territoire national, que ce soit pour les différentes confréries musulmanes ou bien chrétiennes. Je vais terminer le dernier point de ce rapport 2024 sur les perspectives. Donc, sur la base du rapport 2024, les perspectives qui ont été dégagées dans la montée en puissance de la police donc, se présentent comme suit. Il s'agit de la création des directions régionales au niveau des pôles identifiés pour assurer une meilleure coordination de l'ensemble des services de police au niveau territorial. Il s'agit aussi de la poursuite du maillage du territoire avec des unités spécialisées grâce à l'activation des unités spéciales de patrouille aux frontières et la création de la Division nationale de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité. La modernisation des contrôles aux frontières devra inclure un dispositif électronique de contrôle des visas via le Sécuriport.
ainsi que l'amélioration des infrastructures, notamment la construction donc, de postes frontaliers, l'électrification, le renforcement de la surveillance maritime et fluviale. Donc l'autre point dans ces perspectives, c'est la poursuite du renforcement du parc automobile, donc qui doit passer par l'acquisition de moyens roulants pour relever le niveau opérationnel des services de police, notamment des motos, des quads et des véhicules. Le quatrième point, c'est le renforcement des capacités. Ce renforcement des capacités doit mettre l'accent sur les ressources humaines et logistiques, sur le développement donc, de capacités techniques avancées et le renforcement de coopération avec les partenaires nationaux et internationaux. Donc la cartographie des points de trafic et la modernisation des outils de surveillance, notamment donc, les drones, logiciels exactement de reconnaissance, les bodycams, et tous ces équipements-là seront des leviers essentiels pour l'amélioration. Donc, on vise, à travers donc, le renforcement des capacités, à moderniser donc, le service de communication, à renforcer effectivement donc, cette coopération avec donc, les partenaires nationaux et internationaux, à mettre en service un nouveau laboratoire d'ADN, à dématérialiser donc, les procédures donc, au niveau de la police. Donc, je viens de vous présenter le rapport de la police pour ses activités durant l'année 2024. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, c'est bien. Félicitations pour votre belle présentation détaillée et qui n'a laissé vraiment aucun aspect de l'action de la police nationale. Je crois que s'il n'y a pas d'observation particulière de la part des directeurs opérationnels qui sont sur place, vous avez l'OCRTIS, si vous avez des points à compléter pour vos directions, la police judiciaire, la DEPAF et la sécurité publique, vous avez librement la parole. DPJ, c'est le directeur de la police judiciaire. Alors je laisse comme ça. Je vous remercie, monsieur le directeur général. Je remercie aussi nos collègues ici présents, je veux dire le représentant du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, madame la représentante de la direction générale de l'administration pénitentiaire, chers commissaires, chers chefs de service, chers journalistes, chers invités. À la suite de mon collègue, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Alassane Niane, directeur de l'OCRTIS, je voudrais compléter donc le rapport d'activité de la police qui vient juste d'évoquer sur 2 points. Sur le point relatif au soutien à la police judiciaire et le deuxième point, c'est relativement à la coopération internationale. S'agissant du premier point, il faut dire que juste dans le cadre des investigations, les unités d'enquête s'appuient souvent sur la division de la police technique et scientifique. Et sur ce fait, donc, il faut dire que cette dernière joue un rôle important en fournissant des analyses techniques et scientifiques cruciales pour l'élucidation des affaires. Donc pour l'année 2024, la division de la police technique et scientifique a reçu 33 733 fiches de demande de renseignement, émanant aussi bien des services de l'État, tels que la gendarmerie, la douane, l'ANAM, c'est-à-dire c'est l'Agence nationale maritime, la DGRI, c'est la Direction générale du renseignement intérieur, mais également au niveau des partenaires étrangers tels que la Gambie, via BC Interpol et certains de nos partenaires tels que l'ambassade des États-Unis.
Dans ce cadre aussi, donc, la division de la polytechnique et scientifique a procédé à 3766 cas de signalisation, dont 691 effectués physiquement et 3075 par la numérisation des informations issues de l'exploitation des procès-verbaux. Dans le cadre des gestions des scènes de crime et opérations connexes, la division de la polytechnique et scientifique a effectué 132 sorties dans le cadre de la gestion des scènes de crime et des opérations connexes. Pour arriver sur le second point, sur la coopération internationale, il faut dire que c'est un cadre d'échange d'informations de la police du monde, juste donc pour préciser que le chef même de ce bureau central national, c'est le directeur général de la police nationale, donc le secrétariat est assuré par la direction de la police judiciaire. Donc sur cette entrefaite, il faut dire que le bureau central international Interpol joue un rôle important dans le cadre de d'élucidation de certaines enquêtes et dans le cadre de ce qu'on appelle la remise de police à la police dans le cadre de l'exécution de l'accord d'Accra. Et sur ce point, il faut dire que le BCN Interpol a reçu 1320 messages de partenaires internationaux via le réseau Interpol et a reçu aussi 229 plaintes et soit transmis et 24 640 attestations de véhicules importés, c'est-à-dire que c'est des véhicules pour procéder aux vérifications pour voir si ces véhicules sont rapportés volés. Donc cela témoigne de la satisfaisante exécution de l'accord d'Accra ayant institué entre les parties contractantes un accord de coopération en matière criminelle et qui a pour objet d'instaurer au sein de l'espace communautaire une coopération policière entre les États membres et d'instituer dans ce cadre un mécanisme dynamique de fonctionnement des structures créées à cet effet pour la facilitation de la coopération. C'est ce que je voulais apporter comme précision dans le cadre du rapport d'activité. Je vous remercie, mon général. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la police judiciaire, pour ces importantes précisions. Directeur de la police aux frontières, vous avez des informations complémentaires? Merci beaucoup, mon général. Merci, donc souhaiter la bienvenue pour mon collègue de représentant du haut commandement de la gendarmerie, de la direction générale de l'administration pénitentiaire et aux journalistes présents ici pour la restitution du rapport d'activité de l'année 2024. Donc féliciter aussi la présentation de notre collègue sur ce qu'il a eu à présenter. Maintenant, s'agissant de la direction aux frontières, mes propos vont être axés sur principalement 2 points, sur la lutte contre la migration irrégulière. Je pense que les chiffres ont été donnés. Maintenant, l'analyse et l'interprétation qui pourrait en être faite par rapport à une certaine comparaison par rapport au droit, c'est que ces chiffres sont en nette baisse par rapport donc, à ces Donc ceci s'explique par plusieurs mesures qui ont été prises principalement notre unité spécialisée donc, dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants et la lutte contre la traite des personnes et assimilation et infractions assimilées. Donc il y a un maillage territorial qui est assez dense donc, de cette unité, donc, dont la spécialité est principalement cette matière. Il est accompagné aussi d'une lutte avec les autres forces de police et les autres FDS. Les points de départ sont principalement connus et sont principalement surveillés par des patrouilles pédestres, maritimes et aériennes à l'aide donc de drones. Il a eu à le signaler. Les nationalités sont diverses, mais les Sénégalais constituent principalement donc, le plus grand nombre. Ils sont majoritaires. Les profils aussi sont variés, donc ça dépend. Ce qu'il y a lieu donc de retenir pour cela, c'est qu'il y a une tendance baissière donc, de cette infraction, bien que l'année 2024 soit marquée par 2 faits majeurs donc, qui ont été extrêmement médiatisés et qui ont donné l'impression que le rôle donc, des forces est relégué au second plan. Mais statistiquement parlant, donc l'année 2024 est en nette
baisse par rapport donc à l'année 2024. S'agissant maintenant donc de la gestion des flux de nos frontières, donc au niveau de la DEPAF, les chiffres qui ont été donnés donc, sont des chiffres éloquents à plus d'un titre. Mais il faudrait aussi apporter des précisions relativement à une certaine catégorisation des personnes étrangères qui entrent au niveau du Sénégal. Donc il y a lieu de différencier entre les personnes étrangères qui entrent sans formalité aucune. Donc ils sont dispensés de visa. Ce sont les gens principalement donc, de la CEDEAO et les gens de l'Union européenne et d'autres pays avec qui le Sénégal a noué des accords. Donc ces gens peuvent entrer sur notre territoire sans formalité aucune s'ils disposent simplement d'un document de voyage. Donc comme il a eu à l'expliciter, il y a la catégorie B, donc qui sont sujettes à visa facultatif s'ils passent au niveau terrestre. S'ils n'ont pas donc ce visa, ils ne peuvent pas arriver, ils sont systématiquement refoulés. S'ils passent au niveau de l'AIBD, donc un visa leur sera accordé en facilitation donc pour des opérations touristiques éventuelles qu'ils peuvent mener. Donc il y a les gens de la catégorie C éventuellement donc, qui sont plus ou moins dont le visa est obligatoire. Concernant aussi les avis de recherche, la DEPAF est un service frontalier et très technique. Donc il se met à la disposition des autres forces et de la justice pour que si des personnes sont recherchées et que des correspondances transmises à notre service, donc pour qu'on puisse effectuer donc, le travail. Je pense qu'un chiffre de 2645 a été cité. Donc c'est le nombre total qui a été enregistré donc, pour les demandes de recherche d'individus qui nous ont été transmises par la justice et les services frontaliers. Donc avec votre permission, voilà, Monsieur le Directeur Général. Merci beaucoup. Donc les quelques précisions que je tenais à apporter. Merci pour ces importantes précisions également. DSP, Directeur de la Sécurité publique. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup. Je transmets mes salutations à nos camarades d'armes qui sont ici présents, à nos gradés de qualité. Je souhaite vraiment féliciter les divisionnaires et directeurs sur la clarté et l'effectivité de la transmission des données relatives au rapport d'activité. Je vais juste revenir sur quelques points, notamment le problème à la mobilité, à la sécurité routière. On a vu que les chiffres donnés sont un peu peu par rapport à la hausse qui a été observée entre 2023 et 2024 par rapport aux années 2021 et 2022. Donc cela est dû à la part importante qu'occupent les motos Jakarta actuellement dans le réseau du transport et qui ont favorisé quand même l'accidentalité et avec 49,29% des accidents mortels, c'est extrêmement très élevé. Soit que malgré les mesures préventives et les directives prises par les autorités de transport de la route, les mesures préventives et les conservatoires, les comportements quand même constituent un facteur déterminant dans la hausse de l'accident. Merci beaucoup, Sécurité publique, pour ces importantes précisions. Ocritis, c'est que peut-être que vous avez peut-être un message à lancer par rapport à l'ampleur de certains types de certaines catégories de drogue, surtout par rapport à la consommation chez les jeunes. Voilà. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Directeur. C'est vrai que le fléau de la drogue est très menaçant et très préoccupant. Il y a les nouvelles substances psychoactives qui minent la jeunesse à travers donc, tous les pays du monde. En fait, c'est des procédés qui sont quelquefois même très faciles à mettre en place. À partir donc d'un laboratoire qu'on met en place dans une maison, on peut créer une drogue facilement.
Et avec la possibilité de faire des offres en utilisant toutes les plateformes médiatiques qu'on a, donc c'est facile de faire des offres. En utilisant aussi le dark web, on peut faire des propositions à la jeunesse pour pouvoir avoir accès à ces substances-là. L'OCRTIS et tous les services opérationnels de la police, de la gendarmerie et des autres corps font un travail d'arrache-pied pour essayer de contrecarrer cela. Donc vous l'avez vu ces dernières semaines, nous avons exactement des statistiques quand même qui montrent qu'on ne croise pas les bras. Mais ça, c'est aussi à la lumière de ce que font les gens sur le terrain. C'est des trafiquants, les narcotrafiquants, essayent d'utiliser toutes les opportunités que le terrain, le contexte leur offre pour essayer de faire du profit. Mais je crois que le combat, c'est un combat qui est global. Il y a les forces de répression, mais aussi il y a la société civile et la prise de responsabilité de tout un chacun par rapport à un fléau qui peut gangréner l'avenir même d'une nation. La drogue, vous avez vu l'actualité, même les pays les plus développés ne sont pas à l'abri. Actuellement, les États-Unis sont le pays le plus puissant au monde, mais cette question est en train de poser un problème diplomatique avec une autre puissance sur le plan mondial en ce qui concerne l'impact qu'une substance qui est grandement introduite dans le territoire américain cause à la jeunesse américaine. Et on ne peut pas assurer le développement si on a une jeunesse qui est affectée considérablement par le fléau de la drogue. Nous sommes dans un contexte où les nouvelles autorités veulent mettre ce pays sur une rampe de développement. Ce développement ne peut pas être assuré si on a une jeunesse qui n'est pas très réactive, une jeunesse qui n'est pas proactive, je dirais. Il faudrait que tout le monde, de quelque bord qu'il se trouve, que l'on sache que c'est un combat qui est commun, qu'on se solidarise, qu'on essaie de discuter entre nous. En premier lieu d'abord, je parle des forces de sécurité et de défense, qui doivent voir exactement comment renforcer la collaboration qui est indispensable entre elles pour sécuriser exactement cette jeunesse-là. Mais en ce qui concerne l'OCRTIS, nous ferons tout ce qui est exactement en notre pouvoir pour que vraiment les attentes qui sont placées en nous, qu'on puisse les réaliser. Donc c'est le mot que j'avais à... Merci pour ce message important. Je crois qu'il y a un mot.